Bonjour, bienvenue dans la Minute Rollist, une Minute Rollist qui va encore moins porter son nom aujourd'hui que d'habitude, étant donné que ça va être une interview. Aujourd'hui, je suis avec Trikitov qui est là pour nous parler de un petit peu du jeu qui est en train d'exploser les financements participatifs en ce moment, à savoir un certain Donjons et Chatons. Salut Triki. Salut tout le monde, salut Pierre. Très content d'être là, très content de participer à la minute rôliste. C'est vraiment cool et puis de venir vous parler de Donjons et Chatons, mais pas que, mais pas que. Mais pas que, oulala, mais pas que. Eh ben, je te propose déjà de commencer par te présenter, toi Christophe Trikitov, de ton nom d'auteur. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme tu l'as dit, Christophe de mon vrai prénom, Trikitov de mon pseudo d'auteur, mais c'est finalement au-delà d'un pseudo d'auteur, c'est mon pseudo depuis la fin du lycée, le début de la fac. Donc ça ne nous rajeunit pas parce que là on parle de voilà plus de 25 ans en arrière. Mais oui, Trikitov, ça a toujours été mon surnom, Triki en diminutif. Que dire de moi j'ai découvert le jeu de rôle. Allez, on commence par le début. On va faire ça comme ça. J'ai découvert le jeu de rôle au lycée, en seconde. Pour la petite histoire, allez, en guise d'anecdote, j'attendais mon train qui avait du retard. Je cherchais une salle dans mon lycée pour m'abriter de la pluie, parce qu'à cette époque, j'étais dans le nord-est de la France. Maintenant, ça va mieux, je suis sur la côte d'Azur. Et donc voilà, il pleuvait, donc je suis rentré dans une salle et là, il y avait des types avec un bureau sur l'estrade, des gars à côté, etc. Et puis, je sais pas trop ce qu'ils faisaient. Je me suis installé pour faire mes devoirs. Tu vois, déjà à l'époque, j'étais quelqu'un de studieux, je respectais mes plannings, etc. Et bref, et j'ai commencé à entendre les gens parler. Et j'ai entendu des mots comme Melny Bonnet, euh, démon, euh, Pantang. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont en train de parler du cycle d'Elric, de Morcock. Et moi, j'étais déjà un très grand lecteur, hein. J'ai toujours été un gros lecteur, déjà à cette époque-là, et j'avais lu forcément le cycle d'Elric, mais comme je pouvais m'intéresser déjà à Lovecraft, à Howard, etc., etc. Et donc, j'ai prêté l'oreille, et puis j'ai été demandé ce qu'ils étaient en train de faire. Et là, le maître de jeu à l'époque, qui s'appelait Ronaldo, m'a dit on fait du jeu de rôle. Mais le jeu de rôle, c'est quoi? Et donc là, il m'a expliqué. Et je faisais aussi un peu de livres dont vous êtes le héros que j'allais piquer à la bibliothèque de la petite ville où j'habitais. Et puis voilà, le lendemain, il m'a proposé de faire une partie test. Il m'a donné un personnage pré-tiré. Je me souviens même encore du nom, Léo Dagan, Reguette de Nantor. Voilà. Et j'ai plongé dans Stormbringer. Alors la boîte, hein, à l'époque, hein, parce que là, je te parle de ça, on est au tout début des années 90. Et puis après, j'ai pas lâché quoi. Rapidement, j'ai commencé à vouloir maîtriser. Le premier jeu que j'ai maîtrisé, c'est Cyberpunk année 2020. Donc voilà. Un jeu qui se passait dans le Et futur. exactement. Ouais, qui est maintenant notre passé, c'est vrai. Ou en tout cas en cours, on est en cours. Et voilà, et rapidement, j'ai switché sur Warhammer première édition. Et là, c'était une grosse claque. Voilà, c'était mes premières maîtrises. J'ai des souvenirs émus de mes premières campagnes, des grands souvenirs assez forts avec mes joueurs. Et puis après, j'ai papillonné, j'ai fait du Donjons et Dragons, et Donjons et Dragons est toujours resté, encore actuellement, hein. Et puis voilà, après j'ai bougé à travers la France, j'ai été président d'associations de jeux, tout ça. Voilà, après ça a été un parcours, quoi. Un parcours de vie, un parcours de joueur. Eh ben écoute, tu parlais des jeux que tu joues, que tu as joué. Si tu devais me dire tes trois jeux de rôle préférés, alors ça c'est la question que tout le monde pose, mais je vais être aussi taquin. Quels sont les trois jeux de rôle que tu aimes le moins? D'accord, ok. Alors, mes trois jeux de rôle préférés. Alors, je vais pas être très original en tête d'affiche, parce que finalement, voilà, ça fait partie et ça construit et ça a structuré ma culture rôliste, même si j'ai des choses après à reprocher à chacun d'eux. Mais en première position, tu vois, j'ai déjà contourné les règles. Je vais mettre un trio. Je vais mettre un trio avec Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu
et Warhammer. Alors, tu vois, des grands anciens, des grands poncifs, etc. Ouais, Mais bon bah ça sera un top ouais, 5 ouais, alors. ouais, voilà, qui ont un peu structuré mon identité de rôliste au fur et à mesure, quoi. Au fur et à mesure des tours et des détours de rôliste. Après, en deuxième, je vais mettre un jeu qui m'a beaucoup marqué et qui est peut-être moins connu encore que. J'ai parlé de Tribu 8, Tribe 8, qui est un jeu post-apocalyptique se passant au Canada, avec une histoire de tribu, avec le fait que tu incarnais des parias issus de l'ensemble des tribus qui étaient déjà constituées. Voilà, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué dans sa proposition, voilà, peut-être que des gens connaîtront ou connaîtront pas, hein, mais j'ai trouvé l'univers excellent et exceptionnel. Voilà, été vraiment quelque chose de fort pour moi. Et en troisième, je mettrais Mage. Parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué sur l'approche justement de la magie, la plasticité de la magie, et qu'est-ce que voulait dire être mage ou magicien. Euh, et je trouve que dans le monde des ténèbres, c'est un jeu vraiment à part, même si vraiment il y a de très bonnes choses hein, dans le monde des ténèbres. Que je connais bien sans être un expert. Hein, ça, je laisse ça à Batro, par exemple, qui est beaucoup plus au fait que moi ou d'autres. Mais Mage m'a vraiment marqué aussi. Après, ta question, elle est difficile parce que comme je joue maintenant depuis plus d'une trentaine d'années, en fait, hein, et que j'ai joué du nord au sud de la France, en convention, en club, avec différentes tables d'amis, etc. Je joue et je maîtrise encore très régulièrement. Plus que ça même. Il y en a eu des jeux dont j'ai croisé la route. Et d'ailleurs, je préfère dire que c'est moi qui ai croisé la route des jeux plutôt que ce soit les jeux qui ont croisé ma route, parce que je pense qu'en tant que proliste, tu rentres dans une œuvre, tu te l'appropries et tu essayes d'en faire quelque chose. Voilà. Donc il y a plein de jeux. Bon, alors après, ceux que j'ai le moins aimé, je vais te dire un truc, c'est que ceux que j'ai le moins aimé, je les ai sans doute oubliés, quoi. Parce que ils m'ont C'est pas. de la triche. Mais non, 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 ils m'ont pas. Ouais. Ils m'ont pas vraiment. Ils m'ont pas vraiment marqué, quoi. C'est pas des jeux auxquels, du coup, je me suis intéressé. J'ai, euh, j'ai toujours essayé d'être honnête, tu vois, par rapport à un jeu. Si le jeu m'intéresse, je vais poursuivre dans la proposition qui m'est faite. Autrement, s'il ne m'intéresse pas, très rapidement, je vais sortir de la table. Et c'est peut-être même pas dû au maître de jeu ou à ce que la dynamique de la table, c'est vraiment que la proposition qui m'est faite, elle me plaît pas. Alors j'ai toujours quand même à cœur d'aller me renseigner un peu pour voir si on est bien dans la note d'intention du jeu ou pas, et si c'est pas qu'une question de table. Et de proposition du maître de jeu en l'occurrence. Mais si vraiment ça confirme mon point de vue, je vais très vite sortir de là, quoi. Sortir de là. Après, il y a plein de choses qui m'intéressent, hein, que ce soit dans le mainstream ou l'indie. Voilà, je suis capable de faire du Into the Bronze, par exemple, qui est une proposition en Mésopotamie très, très minimaliste. Je vais adorer plein, plein, plein de choses différentes. J'adore ce que fait le Groove, donc c'était pour ça que c'était un plaisir de travailler avec lui. Qui n'aime pas le Grumpf? Qui Voilà, n'aime pas le Grumpf? Vraiment. voilà, je papillonne, quoi, je papillonne. Et tout ça, au fur et à mesure, ça me structure en tant que rôliste et en tant qu'auteur. Eh ben écoute, en parlant de papillonnage, est-ce que tu t'es un petit peu intéressé aux jeux en VO, c'est-à-dire vraiment les jeux qui sont pas sortis en France, qui sont sortis aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, euh, voilà. En fait, Alors, c'est plus pour amorcer la dernière question avant que nous entrions dans le vif du sujet. Quel est le jeu étranger auquel tu as joué, que tu as lu, qui selon toi mériterait vraiment sa place en France? Voilà.
Je le formule mal, Ant, mais que tu aimerais voir édité demain, que tu aimerais. un des jeux en VO, bah oui, bien sûr, j'ai croisé la route de différents jeux en VO. Après, c'est pas forcément ma tasse de thé, parce que même si je peux être à l'aise avec l'anglais, je pense que l'anglais n'étant pas ma langue maternelle et n'étant pas non plus j'appartiens pas à cette ère culturelle là. Je pense que même si on essaye de faire le mieux possible dans la compréhension d'un jeu en VO, on risque de passer à côté de certaines choses. De plus, je pense qu'en termes de confort, rapidement, on peut peut-être prendre des raccourcis, y compris dans la lecture, y compris dans l'exploitation du jeu, quand on n'est pas natif avec la langue véritablement comme langue maternelle. Donc j'ai toujours un peu de précaution par rapport aux jeux en VO et je préfère d'une manière générale vraiment aller vers le français. Et d'ailleurs, tu vois, en termes de traduction, c'est pareil. Il faut que les traductions elles soient véritablement fidèles à l'œuvre, au-delà d'une question de signage pour faire rentrer dans la maquette de l'anglais par rapport au français, parce que voilà, il y a une différence de signe, etc. Et puis des facilités de traduction. Donc je trouve que le métier de traducteur, c'est un métier très difficile, voilà, que dans le jeu de rôle et comme ailleurs. Je trouve que par exemple, quelqu'un comme Monsieur Camus, qui a fait la traduction de toute l'intégrale de Lovecraft, là, la dernière à être sortie, il en parle très bien de cette difficulté de traduction, ou François Bon, qui est aussi un traducteur toujours sur Lovecraft. Là, je diverge, mais bon, bref, c'est quelque chose de compliqué, la traduction. Donc en VO, voilà, j'ai fait pas mal de jeux. Il y en a un qui me vient tout de suite, immédiatement, c'est Aberrant, qui permettait vraiment de jouer dans un univers, je vais dire de super-héros, mais je ne sais pas juste en disant ça, en tout cas de super pouvoir et de super capacité. Ça allait de pair avec Trinity, qui était un autre jeu dans la même lignée, dans la même gamme, mais là encore, c'était un abus de langage. Voilà, ça c'est un jeu qui m'a marqué. Voilà. Mais je te parlais de Tribuite tout à l'heure, qui a été traduit en français, voilà, le livre de base, un écran, etc. Mais quand on voyait la richesse de la gamme à l'époque, je trouve ça dommage que ça n'a pas été plus loin dans la gamme. Mais plus récemment, il y a Blue Roses, la rose bleue, qui est terrible. Voilà, même si ça date de quelques années, j'ai vraiment aimé aussi cette proposition-là. Il y a plein de choses, franchement, il y a plein de choses. Tellement de livres à lire à faire jouer Et si et peu de tellement peu temps. de temps. Eh ben, maintenant qu'on a bien parlé de toi, commençons un petit peu à entrer dans le sujet, hein. Parlons d'une chose que je trouve importante vis-à-vis de toi en tant qu'auteur. Tu as bossé sur Planète Hurlante, Mantra et Colonial Gothic pour Batro. Tu as bossé sur Awaken, Nautilus, Aquablue chez Dead Crow. Tu as bossé sur 7-Roi et Calliope chez les ateliers des Catonchires. Après tous ces univers plus ou moins sombres et sérieux, te voilà parti à Paris le chaton mignon qui explore un monde en quête d'aventure. Qu'est-ce que ça fait de se lancer dans un JDR feel good après tous ces mondes bien plus hmm, horrifiques? Ça fait plaisir. Alors, déjà, merci d'avoir regroupé tous ces ouvrages. Je vois que tu as bien fait ton boulot. C'est cool, c'est très À la agréable. base, je voulais tous les sortir et les ramener, mais je me suis dit que je vais pas jouer trop mon fanboy, sinon. Non, mais c'est sympa, c'est agréable et ça se voit que ta démarche, elle est sérieuse, mais ça, j'en doute pas une minute. Alors, effectivement, je suis plutôt quelqu'un qui, en termes de lecture, en termes d'univers, va plutôt être vers des univers adultes et plutôt sombres. Pour autant, je suis quelqu'un qui profondément, derrière tout ça, est plutôt quelqu'un, certains diraient peut-être naïf, très gentil, avec un regard encore très féerique. Et puis surtout, je suis père de famille. J'ai deux filles, qui sont grandes maintenant, mais que j'ai élevées avec tout l'imaginaire
en essayant de mettre en avant tout ce côté d'imaginaire, tout le côté un peu lumineux, tu sais, de préserver les enfants, peut-être quelquefois de choses un peu dures du monde. Donc j'ai mis beaucoup en avant l'imaginaire à travers des jeux, à travers des lectures, voilà, à travers plein de choses. Et finalement, quand Donjons et Chatons est arrivé en tant que projet, par rapport à moi, ça a fait écho à ça. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie de mettre mon clavier au service de ce genre d'univers. Donc, je suis tombé très vite amoureux de l'univers de Clément. J'ai trouvé les dessins somptueux, j'ai trouvé la proposition forte. Et donc, de fait, c'est une autre facette en tant qu'auteur, mais qui est finalement tout aussi clair, tout aussi voilà, sans compromis que je peux l'être quand je fais des choses un peu sombres, un peu horrifiques, très adultes. Voilà, j'en ai parlé avec Benoît de la chaîne du Gélique sur le supplément de Poids et de Chair que j'ai écrit pour Awaken. Donc voilà, mais il y a aussi cet aspect-là de ma sphère créative que j'ai pu exprimer, j'allais dire enfin, voilà, finalement, et c'est un réel bonheur à travers l'univers de Donjons et Chatons. Et comme dans la vraie vie, j'ai un métier qui tourne autour de tout ce qui est éducatif, on va dire ça pour faire simple, j'ai vu dans l'univers de Donjons et Chatons plein de choses à exploiter, plein d'outils utiles pour les familles, et puis surtout peut-être un réel passage de flambeau vis-à-vis des enfants par rapport au formidable loisir qu'est le jeu de rôle, quoi. Je dis souvent que moi je rends au jeu de rôle ce que le jeu de rôle m'a donné, et sans rentrer dans les détails, le jeu de rôle m'a beaucoup aidé à certains moments d'étape de ma vie, de ma construction, d'ado, de jeune adulte, etc., voire même d'adulte. Et donc, finalement, à travers Donjons et Chatons, si tu veux, je rends quelque chose à ce formidable média, à ce formidable loisir qu'est le jeu de rôle, à travers Donjons et Chatons. Voilà, donc ça m'a vraiment parlé. Eh ben écoute, tu me lances sur deux questions. La première question, tu parlais donc justement des enfants, du passage de flambeau dans ce domaine-là. Donjons et Chatons, est-ce que c'est plus un jeu de rôle pour meneurs adultes, pour les parents qui ont envie de faire jouer les enfants au jeu de rôle dans un univers très sympa, ce qui n'empêche pas non plus les adultes de jouer entre eux, ou c'est un jeu pour meneurs enfants qui va vouloir faire du jeu de rôle à ses parents, à ses amis, à sa famille. Est-ce qu'on est sur du meneur adulte, meneur enfant, au-delà du public joueur? C'est une très 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 bonne question, mais je suis content de pouvoir m'exprimer là-dessus. Donjons et Chatons, c'est un jeu familial, donc il s'adresse à tous les membres de la famille, quelle que soit cette famille d'ailleurs. Bien entendu, au départ, il va y avoir un acte posé par un adulte, c'est-à-dire qui va emmener l'enfant, que cet adulte soit papa, maman, tonton, tata, le grand frère, peu importe. Mais en tout cas, un adulte va emmener l'enfant dans cet univers qu'est Donjons et Chatons. Et Donjons et Chatons est fait pour être extrêmement progressif, avec, au-delà, plusieurs niveaux de lecture, tant de l'univers que des règles. Donc effectivement, on rentre dans Donjons et Chatons par l'intermédiaire d'un adulte qui fait une proposition de jeu à des enfants ou à d'autres adultes, mais si c'est à des enfants, le glissement du statut de joueur au statut finalement de meneur, de joueuse à meneuse, l'idée de Donjons et Chatons, c'est que ça se fasse assez naturellement. Et le jeu, il est pensé comme ça. On va pas se mentir, la proposition de faire jouer, c'est souvent l'adulte qui la porte. Tu vas pas donner le bouquin à un enfant en disant bah, tiens, vas-y, fais jouer. Non. Et d'ailleurs, c'est important, c'est pour ça que c'est un formidable média, le jeu de rôle, et Donjons et Chatons en particulier, c'est que ça va permettre de construire cette relation de transmission entre l'adulte et l'enfant. Et finalement, une fois que cette transmission elle est faite, grâce à la façon dont est construit Donjons et Chatons, un joueur ou une joueuse va pouvoir passer assez facilement meneur ou meneuse de jeu. Et c'est vraiment
Mais ça, on ne veut pas trop le mettre en avant parce que ça serait très présomptueux. Mais c'est la proposition essentielle et en substance de Donjons et Châteaux. C'est-à-dire que notre but ultime, c'est que les joueurs et joueuses, petits joueurs et petites joueuses, deviennent à leur tour meneurs-meneuses pour leurs parents, mais aussi pour leurs copains, pour leurs frères, pour leurs sœurs. Mais en termes de propositions, d'écriture, etc., on ne va pas se mentir. C'est bien à un moment donné un adulte, parce qu'il est porteur du cadre, qu'il est porteur de l'organisation familiale aussi, va être force de proposition. Mais ce glissement, il doit se faire naturellement. Et en tout cas, on a pensé et construit Donjons et Châteaux comme ça. Même si, parce qu'on reste modeste, parce qu'on a beaucoup réfléchi à Donjons et Châteaux, hein, mais ça nous semblait beaucoup plus humble et beaucoup plus clair que de dire ben voilà, ça reste un jeu de rôle porté par des adultes, on peut jouer entre adultes, on joue dans un cadre familial, et ce glissement il se fera naturellement vers les enfants, plutôt que de vendre un jeu pour les enfants, etc. Non, c'est le jeu de rôle, mais dans le jeu de rôle c'est un jeu social, c'est un jeu interactionnel, donc tout est question de transmission, et donc sur la base de la famille, quelle que soit cette famille. Et donc, il y avait ça, et tu as parlé de Clément, donc Clément de Dans 8 heures. Dans 8 heures. Très bien. Voilà. Donc, c'est lui qui a totalement illustré le jeu. C'est son univers graphique, du coup, qui a été adapté en jeu de rôle. Bon, il avait déjà fait un jeu de rôle Donjons et Chatons, appelé Donjons et Chatons Mini, qui est sorti il y a 4-5 ans, si je me rappelle bien, en une dizaine de pages. Mais au-delà de ce mini JDR, comment adapte-t-on un dessin, un univers graphique en jeu de rôle? C'était très simple en fait, parce que Clément, c'est pas qu'un univers graphique. Clément, c'est tout un univers poétique et imaginaire qui est déjà dans sa tête et qu'il met en dessin. C'est pas que des dessins, il y avait déjà une cohérence, il y avait déjà une structure, il y avait déjà une force de proposition dans son univers. C'était pas que des dessins. Donc finalement, quand Clément a eu envie de propulser cet univers, tout d'abord en tant que dessin animé, ensuite en tant que jeu de rôle, parce que c'est un rôliste, c'est vraiment un passionné, et puis c'est un grand artiste, hein, je vais le dire comme ça, c'est une vraie personnalité, Clément. Donc c'était très simple de raccrocher les wagons, d'aller vers lui et que lui vienne vers nous en termes de démarche artistique et créatrice, pour pouvoir poser toutes les bases d'un univers fort et développé, et donc de créer des lieux, des PNJ, mais Clément écrit aussi dans Donjons et Chatons, et il valide aussi nos propositions à John et à moi-même. Donc en fait, c'est un vrai travail de vase communicant, c'est un vrai travail en interaction en fait. Donc ça, on n'a pas construit un univers autour de dessins. L'univers, il était déjà là et puissant. Nous, on l'a mis en mots et on l'a structuré et on l'a guidé. Mais l'idée originale, le créateur, l'accoucheur de cet univers, c'est Clément. Nous, on a été des sages-femmes. On va dire ça comme ça. D'accord. Bah écoute, dans ce cas-là, ça va un petit peu venir sur ma prochaine question. Combien d'années a duré l'accouchement? Entre le moment où Oui, bonne question. Clément, alors je sais, pour le coup, je sais pas si c'est Clément qui a contacté Dead Crow, si c'est Dead Crow qui a contacté Clément, entre cet instant où ce duo Clément Dead Crow dit on va sortir le jeu de rôle Donjons et Chatons, et le moment où le financement se lance, parce que je rappelle que le jeu actuellement, il est prêt, Ah il oui. est maquetté, illustré, il y a les noms des contributeurs à ajouter à la fin, peut-être, éventuellement une dernière passe de relecture. Non, c'est déjà fait. Il y aura toujours une dernière passe de relecture avant l'impression, de toute façon. Mais entre ce moment où on dit on va le faire et le moment où on dit c'est fait, il s'est passé combien de temps? C'est un peu particulier pour Donjons et Chatons, je vais t'expliquer pourquoi et comment. Donc déjà, en fait, Clément a rencontré
Félix, François Sedel en l'occurrence, hein, un des piliers des Dead Crow, Clément a parlé de son projet d'univers. Et Clément a dit, mais nous, on est partant pour t'aider dans ce projet-là. Et c'est comme ça que moi, je suis arrivé et que j'ai rencontré Clément. Et très rapidement, que ça soit Clément, parce que Clément avait découvert le jeu de rôle à travers les créations de John, et moi je suis un grand fan du travail de John, même si on ne se connaissait pas directement avant le projet Donjons et Châteaux. Et donc en fait, quand Clément a dit peut-être moi j'aurais adoré travailler avec John, et moi j'ai dit moi aussi j'aurais adoré travailler avec John. Donc finalement on a contacté John, et c'est comme ça que l'équipe s'est formée, supportée, coachée par les Dead Crow, que ça soit François ou Stéphane. Enfin, moi, quand je travaille avec les Dead Crow, j'ai vraiment la chance de travailler dans un cadre de confiance avec des gens qui font un vrai boulot derrière. Hein, voilà. Et donc ça marche très très bien. Donc l'équipe, elle s'est constituée comme ça. Ensuite, on a commencé à travailler sur le projet. Et forcément, entre tout ça, la crise du papier, le retard, les agendas, les calendriers. Donc finalement, Donjons et Châteaux s'est retrouvé décalé en termes de parution. Et donc on s'est dit, mais comme on a du temps supplémentaire, on va encore aller plus loin. Et c'est Clément qui a commencé en disant, moi, ok, je vais dessiner, je vais continuer à dessiner. Mais plus il dessinait, plus il nous donnait des idées, plus on écrivait, plus on lui donnait des idées. C'est comme ça que tu te retrouves avec un livre qui a une illustration par page. Ouais. Voilà. Parce que ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Et de l'autre côté, on a repris les textes, on les a encore plus ciselés, etc., etc., etc. Donc ce qui fait que et puis on a continué à le faire jouer, que ça soit à Octogone, que ça soit autour de cercles d'amis, etc., que ça soit encore récemment dans une petite convention locale Avance. Bref, on a continué notre boulot. Donc si tu veux, Donjons et Châteaux a eu un développement, a bénéficié un peu par la force des choses, si tu veux, d'un développement beaucoup plus long. Généralement, un jeu de rôle, tu le développes à peu près sur une année, grosso modo. Hein, voilà, c'est à peu près ça. Après, allez, 1 an, 14 mois, 18 mois, à peu près. Quoi. Mais Donjons et Châteaux, on peut dire qu'il a bénéficié d'une année, finalement, de développement supplémentaire. Donc c'est comme si, en fait, on avait passé 2 fois plus de temps sur Donjons et Châteaux, en termes d'illustration, en termes de maquette, en termes d'écriture, etc. Ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, le jeu était terminé, mais il aurait déjà été terminé si on l'avait porté à la souscription auparavant, parce que c'est la politique des Dead Crow, hein, voilà, pour éviter trop de retard, hormis quand il y a un problème sur un projet, ça peut arriver, mais c'est un peu l'idée. Donc, oui, le jeu, il est fait, il est maquetté, il a été relu déjà 2 fois avec 2 passes de relecture, etc. Donc, il est bouclé. Et Donjons et Châteaux, lui, a bénéficié de 2 ans de développement, de un peu plus de 2 ans de développement. Ok. Donc ça... comme je le dis si bien, parlons système. Donjons et Châteaux donc tourne au système 3D6, enfin je sais pas si c'est son nom officiel. Oui, c'est ça. C'est carrément le nom officiel, c'est le 3D6 système. Donc c'est le système qui est utilisé pour INSMV V5, Génération Perdue. C'est le système qui est utilisé pour Aquablue, si ma mémoire est bonne. C'est exactement ça. Pourquoi ce système ? Alors, parce que c'est la question de merde. La question de merde. Non, pas du tout. C'est une bonne question. Parce que c'est un système dans sa base qui est générique, qui est extrêmement simple et qui est facilement hackable. Dans le sens où tu peux l'adapter à plein de choses. Et l'idée chez les Dead Crow, c'est en tout cas sur certains jeux, sur certaines créations, d'utiliser ce système remanié. Alors, c'est toujours la même mouture, mais dans les détails, ce n'est pas la même chose. Par exemple, si tu compares Aquablue à Donjons et Châteaux, il y a des différences, d'accord ? Mais la base, c'est toujours la même. On lance 3d6, on a des caractéristiques. Dès que tu fais en dessous
ou égale à la caractéristique, tu obtiens un succès. Selon ton nombre de succès, tu réussis une action plus ou moins difficile. Je la fais courte, mais grosso modo, c'est ça le système. Donc, quand Clément est arrivé avec sa proposition, on s'est dit, mais gardons cette idée, d'autant plus que ce système est facile, DD6, tout le monde en a, on peut vraiment c'est de la pâte à modeler, donc tu vois, ça faisait écho aussi à ce côté enfant, jeunesse et tout ça, donc c'était naturel, en fait, d'utiliser le 3D6 système. Et comme j'avais déjà travaillé dessus sur Aquablue, c'était pour moi en tout cas plus simple, et puis John est rentré très rapidement à l'intérieur du 3D6 système en termes de game design. Donc, ça a été un peu un terrain de jeu, ce 3D6 système, et il était parfaitement adapté. Et en plus, on l'a trituré, voilà, et John s'est aussi amusé avec, pour le connoter à la sauce Donjons et Chatons. Mais il n'est pas dit que sur d'autres créations, on réutilise encore ce 3D6 système quand il nous semble pertinent, parce que c'est un système maison, comme je te disais, modulable, facilement hackable, et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec. Ok. Eh ben, on va parler un petit peu du financement. Niveau produits et tarifs, on a le livre de base et l'écran qui sont à 20 € en PDF seul. 45 € pour la version PDF plus physique, livre de base et écran. À 65, on a un set de 4D tout mignon, tout plein, avec un petit chat à la place du 1 et 5 figurines en bois pyrogravé, mais ça nous allons en reparler un petit peu plus tard. Il faut rajouter 7 € de frais de port pour la France, 14 pour la Belgique, sachant que si j'ai bien compris, une fois que le financement sera terminé, ça sera 45 € pour le livre seul et 20 € de plus pour l'écran. Les dés seront à 10 €, 15 € le set de 5 figurines avec 5 sets à collectionner. Le tout pour une livraison cet été. Est-ce que j'ai rien oublié? Non, je pense que tu as encore rien. des secrets qui nous sont cachés? Non, il n'y a pas de secret. On a fait d'ailleurs une news très récemment sur l'APP. Nous, on avait prévu un certain nombre de paliers. On était allé jusqu'à un certain niveau en se disant au cas où, mais on n'était pas sûr d'aller jusqu'à ce niveau-là. Pour tout te dire, on est très, très agréablement surpris par le succès de l'APP. Mais après, on est des gens raisonnables et on connaît bien l'univers du jeu et l'univers de la production de jeux de rôle. Donc, on sait quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour ne pas se laisser dépasser et pour tenir ses engagements et pour livrer de la qualité. Parce que remplir, pour continuer à alimenter de façon artificielle, permets-moi de te le dire, une souscription, c'est pas notre genre. Donc là, on a été au bout des paliers qu'on avait prévus. Il n'y aura pas de palier magique qui apparaîtra comme ça. Bien qu'on réfléchit éventuellement en se disant qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qui serait faisable véritablement, aussi bien en termes de temps qu'en termes de coût, bien entendu, parce que tout a un coût. Et peut-être qu'effectivement, on arrivera à proposer une ultime chose comme un remerciement. Si on peut le faire, on le fera. Mais par contre, non, il n'y a pas d'autres paliers, on ne va pas être dans la surenchère. Nous, notre volonté, à la fin de la PP, dans la continuité au mois d'avril, on livre les PDF. Parallèlement à ça, les feuilles interactives seront prêtes, elles le sont déjà. Je travaille, c'est moi qui est un peu porteur de ce projet-là au sein des Dead Crow. Je travaille avec un type extra qui s'appelle Zachary, qui regardera peut-être cette vidéo, qui code en fait des feuilles de perso. Donc, on a bouclé avant la PP la feuille de perso pour Roll20, Let's Roll et Foundry. Donc, au mois d'avril, livraison des PDF et les feuilles de perso sont déjà jouables. Voilà. Donc, on envoie à l'impression au mois d'avril, et après, tout dépend des délais de l'imprimeur, mais on a pris en contact avec lui bien en amont. Donc, normalement, pour cet été, il y aura livraison de l'objet physique. Parce que, comme je te le disais, comme on a eu du temps de développement et de préparation un peu plus sur Donjons et Chatons, on a tout cadré bien les choses. Et véritablement, ce qu'on propose dans les paliers, ce sont des choses qui étaient prévues, qui avaient été budgétées, cadencées en termes de calendrier et de force de travail. Donc,
Il y a pas de surprise, il y aura pas de mauvaise surprise. Voilà, à moins d'une catastrophe de l'imprimeur, mais ça m'étonnerait parce qu'on passe avec quelqu'un avec qui on bosse depuis un certain temps. Donc, il y a, voilà. Et ça, on veut vraiment s'y tenir. Alors, on sent hein, toute l'énergie qu'il y a derrière Donjons et Chatons, toute cette envie. Mais on ne commettra pas certaines erreurs que d'autres ont pu commettre en allant vers la surenchère. Et on ne veut pas alimenter artificiellement Donjons et Chatons. Donjons et Chatons est un beau projet, est un projet sain, et on veut qu'il reste jusqu'au bout. Hop, il y a des trucs qui sont en train de tomber. Non, ça tombera pas. Du coup, il y a 3 cartes 40 par 40 qui ont été ajoutées dans le financement, en plus du passage du livre au format rigide et de l'écran au format rigide. Et ceux qui suivent la chaîne savent que le format d'écran, pour moi, c'est du rigide. Les 3 cartes, je suppose, enfin, les 6 cartes seront, je suppose, 3 feuilles recto verso, fournies avec l'écran ou avec le livre de base? Ou que aux Je crois personnes qui que, participent au financement? alors, ça, pour le coup, tu vas me piéger sur cette question-là, parce que je Yes. t'avoue que tous ces détails logistiques, etc., c'est plutôt Stéphane, François qui domine la question. Moi, je ne suis pas sur ces questions-là. Donc, je préfère ne pas te répondre pour pas te dire de bêtises, tu vois. Mais j'invite tous ceux qui regarderont l'interview à aller sur la page de la souscription parce que dans la souscription, dans les commentaires, dans la FAQ, etc., il y a beaucoup d'éléments qui sont apportés au fur et à mesure pour préciser les choses. Et je pense réellement que ces points ont été déjà abordés. De toute façon, vous aurez dans la description le lien pour aller sur la page du financement participatif. Si jamais l'information est reliée pour savoir si c'est avec l'écran, si c'est avec le livre de base ou une exclusivité du financement, ça sera ajouté dans la description. Moi, vous aurez vraiment toutes les informations. Euh, Parmi les hauts faits du financement participatif, j'ai vu qu'il y en avait un qui m'a un petit peu intrigué. Un certain ajout de livret pour l'écran avec un scénario d'un certain Trikitov. Oui, Est-ce- oui, 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 tout à fait. Alors, sans Euh, nous donner tous les tenants et tous les aboutissants du scénario, est-ce que tu pourrais nous faire un petit teasing? Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc le scénario que je vais proposer, c'est un clin d'œil à un univers brumeux développé pour le plus célèbre des jeux de rôle, où on se perd dans la brume et on peut rencontrer d'étranges L'appel de Cthulhu. seigneurs dans des manoirs, etc. Donc voilà, c'était un clin d'œil à l'univers de Ravenloft pour Donjons et Dragons. Dans ce scénario-là, les chatons vont se retrouver dans une communauté et vont devoir aller explorer des brumes. Et à l'intérieur des brumes, il y a un manoir. Et dans ce manoir, il se passe plein de choses. Et donc c'est pour le coup, ce scénario-là, si je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est la jonction entre mes deux univers. C'est-à-dire entre ce côté un peu sombre et ce côté très lumineux, voire enfantin. Et à travers ce scénario-là, eh ben, je suis à la frontière entre les deux. Donc c'est un scénario très adaptable, avec toujours plusieurs niveaux de lecture, etc., qu'une meneuse de jeu peut mettre en place de façon très cool, ou aller un petit peu plus, et ça peut être un petit scénario d'Halloween, par exemple, ou un petit scénario que l'on peut faire le soir au coin du feu, voilà. Et pareil avec un chapitrage très découpé, ce qui permet de faire une partie de l'aventure à un moment donné et puis de reprendre après, parce que comme j'avais pu l'évoquer, on a été consciencieux dans le chapitrage pour faire en sorte que ça corresponde aussi à des niveaux d'attention d'enfants. C'est-à-dire que des rôlistes adultes peuvent se plonger dedans et se régaler sur une grosse séance en prenant tous les détails et toutes les pistes qui sont offertes. Et puis si tu joues avec des enfants, mais tu peux le jouer par morceaux. Voilà, et au fur et à mesure de l'avancée dans ces brumes, autour du mystère de la famille Ombrume. Certains qui nous écouteront, ça leur rappellera peut-être des souvenirs, parce que ce scénario, comme tous mes scénarios, a été largement playtesté. Voilà. J'ai pas la ref. Euh, Bah, oui. j'ai encore récemment, dans une convention, voilà,
exploiter une partie de ce scénario parce que je voulais replaytester certaines choses. Donc, ça marche. Et c'est pareil, c'est écrit, c'est maquetté, voilà. Comme beaucoup d'éléments ajoutés dans les financements participatifs en tant que palier. Oui. Voilà. Hein, bah oui, bien sûr, mais c'est sérieux. À chaque fois. mais bien sûr, mais ça c'est intéressant que tu le soulèves. Et je pense que ça fait partie du professionnalisme d'ailleurs d'une maison d'édition et d'un collectif d'auteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te tournes vers le modèle de la souscription, de la précommande participative, peu importe comment on l'appelle, il y a deux choix. C'est soit tu prépares rien et puis tu te dis on va voir comment ça se passe et puis je réagirai. Mais ça, c'est pas possible pour des questions de timing, de travail, de délai, de fabrication, de production, d'édition, voilà. Soit tu prépares raisonnablement en te disant voilà, on verra si ça marche, on ira jusque là. Et encore une fois, je trouve ça assez transparent. J'espère que tout le monde n'a pas en tête que selon comment ça augmente, là hop on crée un palier et puis vite on se met à travailler au bord d'une table. Non, je pense que ça doit être sérieux. Je pense que ça doit être dans l'esprit de pas mal de personnes. Parce qu'au final, quand tu regardes les résumés de financement, les news de certains éditeurs, j'ai encore vu ce matin la news d'un certain éditeur pour lequel j'ai pledgé un jeu, où il disait l'écriture de tel scénario est terminée, ou l'écriture de tel scénario avance bien. Alors je me pose la question dans un cas comme ça. Ouais. Mais voilà. C'est un choix. Du moment que tu es transparent avec tes souscripteurs, que tu dis écoutez les gars, si on arrive à tel montant, on ajoutera un scénario. Ce scénario, on en a déjà le synopsis. Cependant, il n'est pas écrit. Mais si on arrive à ce palier-là, on va se mettre à l'écrire. Mais ça nous demandera un certain temps. Qui plus est, il va falloir qu'on réfléchisse à comment l'intégrer. Soit dans l'ouvrage, auquel cas tu décales ta fabrication d'ouvrage, ou alors sous forme d'un livret supplémentaire. T'es transparent, le souscripteur sait, il dit ok, banco, je te suis, paf, mais je sais que ça va peut-être engendrer du temps, etc., etc., etc. Nous, c'est pas le choix que l'on a fait sur ce projet-là au sein des Dead Crow, en disant voilà, on calibre les choses. C'est ce qui nous permet de dire aussi qu'il n'y aura pas de palier supplémentaire, bien qu'on réfléchisse à un remerciement, une surprise, qu'on demande des conseils d'ailleurs aux souscripteurs, on demande leur avis, on est plutôt dans cette communication libre et transparente. Mais moi, si tu veux, en tant qu'auteur, j'aurais du mal à me retrouver dans ce côté allez, on débloque, parce que quand auteur, c'est pas forcément ta profession de base, tu as aussi un métier, une famille, etc. Donc tu organises ton temps, tu organises des rétro-plannings, tu as des temps de travail. Écrire, ça vient pas comme ça. Quand tu es auteur, il y a des petits rituels, etc. Moi, modestement, je suis pas Victor Hugo, ni un romancier, etc. Je sais que j'écris dans un cadre bien précis qui est le jeu de rôle et le domaine ludique. Mais n'empêche que ça demande un travail qui s'organise. Parce qu'autrement, tu peux pas tenir tes plannings, tu peux pas tenir tes dates, tu peux pas respecter une nomenclature, tu peux pas respecter un nombre de signes, etc., etc. Donc, de fait, je me reconnais plus quand on me propose un cadre de travail qui est clair. Et d'ailleurs, je trouve ça bien, même pour les souscripteurs. Voilà. Tac. Allez, la question concernant les petites figurines en bois qui ne sont pas à peindre mais à colorier. Hein, on va être sur du bois, je ne sais pas s'il va y avoir un revêtement particulier, mais en tout cas, le joueur va pouvoir les peindre, tu peux les passer. Peindre, sortir les crayons de couleur, etc. Qui a eu cette idée de génie? Alors, cette idée, c'est Clément. C'est Clément, parce que Clément connaissait très bien la personne qui est à la tête, c'est Thomas, me semble-t-il, de prénom, à la tête de Lude en bois, qui est une boîte de jeux spécialisée dans le jeu en bois, qui a sorti un jeu qui s'appelle Turbulence, avec un S, comme dirait Clément, qui est un jeu magnifique que j'avais vu d'ailleurs au Fige l'année dernière.
D'accord. Et quand on a vu le truc avec François, Stéphane, Clément, on s'est dit, bah ouais, effectivement, il y a un truc à faire. Et puis on trouvait que ça mettait en valeur cette société française qui est très sympa, etc., avec de beaux produits. Et on s'est dit, bah tiens, on pourrait en faire certes des goodies, mais aussi des goodies qui peuvent être utiles. Pourquoi utiles? Parce que ça peut figurer un PJ ou un PNJ, mais surtout, ça permet à un enfant de se projeter encore plus dans l'imaginaire à travers un support, un médium physique. Donc c'est un vrai bon support à l'imaginaire. D'ailleurs, ça avait été très justement soulevé dans le cadre de l'interview dans Geek Power par Flèche. C'est exactement ça. Donc on peut s'en servir parce que ça ressemble effectivement à des PNJ dans le bouquin, mais on peut aussi illustrer son personnage si on veut. Et puis simplement, un enfant peut le prendre, peut jouer avec, sans lien direct avec ce qui se passe, mais en fait, il va se passer une mécanique de transfert et de transport d'imaginaire qui va permettre de me plonger encore mieux dans l'univers de Donjons et Châteaux. Voilà. Donc voilà pourquoi l'idée. Et puis honnêtement, c'est trop mimi, et puis c'est du bois, et puis voilà quoi. Eh ben écoute, on arrive vers la fin, mais j'ai encore deux, trois petites questions. Tu as mentionné de manière extrêmement furtive, mais cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, un dessin animé Donjons et Chatons. Oui. Alors, Oui, est-ce que c'est un c'est projet? le Parce que projet. Hein. c'est un projet, donc Alors c'est à un venir. projet qui est en dehors du cadre du jeu de rôle, hein, D'accord. puisque Clément travaille avec un studio parisien qui s'appelle Watch Next, et ce studio parisien développe un dessin animé dans l'univers de Donjons et Chatons, sur une bande de chatons qui vont vivre ce que peuvent vivre d'ailleurs les joueurs, les petits chatons dans le jeu de rôle, à savoir ils sont mis dehors de l'arbre à chat, ils vont sur les routes, ils commencent leur périple et ils vont découvrir le vaste monde et ils vont devoir faire alliance pour faire face à l'adversité, découvrir des choses merveilleuses, des choses qui font peur, se rassurer, enfin, etc., etc. Donc c'est au travail, Clément travaille dessus, avec ce studio, avec toute l'équipe créatrice du studio. C'est un projet annexe et connexe du jeu de rôle, puisqu'ils partagent le même univers, mais c'est pas la transposition directe du jeu de rôle en dessin animé, et le dessin animé ne retrouve pas une transposition dans le jeu de rôle. Voilà. Mais ça se passe et ça partage le même univers, la même patte graphique, la même ambiance, la même volonté que Donjons et Chatons, le jeu de rôle. D'accord, donc l'ultimate palier of the Dead de la fin du Non, MTG rien à n'a voir. aucun rapport. Merde. Moi, je me suis dit. Absolument pas, parce que c'est chacun son métier, Oui. et c'est un vrai studio professionnel spécialisé dans le dessin animé qui travaille sur ce projet-là avec Clément. Donc c'est tout à fait... non, il n'y a pas de financement de la série par le jeu de rôle, non, non, pas du tout, pas du tout. Eh ben écoute, ma dernière question, pour le coup. Admettons, demain, Delcro vient te voir et te dit, bon, on a un créneau, on a un jeu de rôle à sortir. Là, bon, c'est pas pour demain, hein, mais on veut que ce soit toi l'auteur. Tu es l'auteur, tu fais ce que tu veux, carte blanche, pour sortir ce que tu veux. Là, ton jeu de rôle, le jeu de rôle de tes rêves, celui qui est sur ton bureau, que tu peaufines depuis une semaine, un mois, un an, 10 ans, tu as carte blanche. Univers, ambiance, système de jeu, format, mais tu vas éviter de sortir des trucs à rallonge, des gammes à rallonge avec 20 tomes. Quel serait ton jeu de rôle maison que tu aimerais sortir? Alors, ben, ça c'est une bonne question. Alors, je vais commencer par autre chose et je vais venir, tu vas voir. Donc, déjà, je suis sur d'autres projets. Bien entendu, parce que j'ai déjà, t'imagines bien que comme Donjons et Chatons est terminé, moi je suis déjà sur d'autres projets, des projets avec les Dead Crow, parce que c'est ma maison d'édition, c'est mon studio de création fétiche, et Booking Game, qui est la maison d'édition qui supporte tout ça, et pour moi un formidable outil auquel je participe par ailleurs. Donc j'ai déjà des projets avec le studio Dead Crow, voilà, qui viendront, qui seront annoncés sans doute en fin d'année, voilà, et pour des parutions en 2024. Jouer avec un J'ai teasing aussi... maintenant peut-être. non, je peux pas. Ah, Mais il y a déjà des choses qui ont filtré, mais je peux pas annoncer comme ça.
Mais ne t'inquiète pas, tu seras prévenu et si on annonce des choses, tu feras partie de la boucle. Première chose. Deuxième chose, j'ai d'autres projets aussi en dehors du studio des Dead Crow, plutôt des collaborations. Et il y a des choses qui seront annoncées aux alentours du fiche sur des projets de jeux de rôle à venir auxquels je vais participer, je vais apporter modestement ma patte, je ferai partie de l'équipe et j'écrirai un certain nombre de textes. Voilà. Et ça voilà. Donc je suis déjà bien occupé. Mais j'ai un univers dans la tête qui me trotte, qui est vraiment un univers personnel, qui me trotte depuis un certain temps, autour d'un univers médiéval fantastique où en fait la magie a totalement disparu en raison d'une catastrophe magique. Et la magie s'est infusée à travers les êtres vivants. Toutes les races fantastiques sont mortes. Toutes les créatures fantastiques sont décédées aussi. Une grande partie de la civilisation a été véritablement pulvérisée dans tous les sens du terme, que ce soit géopolitique, social, économique. On se retrouve dans une ambiance après-catastrophe et ça mélange en fait des thématiques très actuelles comme par exemple l'organisation d'un camp de réfugiés, ce qu'on peut voir, hein, ce qui est terrible, ce qui s'est passé là avec le séisme en Turquie par exemple, des thèmes très modernes sur l'accueil, etc. Et aussi, cette magie, elle se retrouve infusée dans les humains, qui restent les êtres vivants, et qui commencent finalement à manifester des pouvoirs. Et là, on arrive sur la question de la différence, des capacités, des responsabilités. Voilà. Donc c'est un univers qui mélange à la fois post-apocalyptique, qui mélange aussi une ambiance super héroïque et qui est sur des thèmes très actuels, comme je te disais, la notion d'accueil. Voilà. Le point de départ de cet univers est une ville qui a été construite à la frontière du royaume qui a été pulvérisé par la catastrophe, qui s'appelle Refuge. Et là, voilà, les gens tentent de survivre. Donc voilà, ça c'est le. J'en ai déjà beaucoup dit là en fait. Parce que tu ne me coupes pas. Voilà. C'est un jeu que j'ai en tête, c'est un jeu que j'ai déjà fait jouer à certains de mes joueurs qui porte un nom qui s'appelle Evo, évoluer ou périr. Et évoluer dans tous les sens du terme, hein, tel que l'évolution que vont manifester les gens qui auront été frappés par ces radiations magiques, évoluer parce qu'il faut faire changer le modèle social, féodal, très très vite. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu propulses ce modèle en avant? Évoluer parce que la nature même des relations à l'autre va être amenée à évoluer. Et évoluer aussi, puisque cette catastrophe magique, elle a eu un impact sur l'écosystème, elle a eu un impact aussi en termes, c'est pas approprié, mais une sorte de terraformation forcée. Ce qui fait que le monde évolue en termes climatiques, en termes géologiques, en termes météorologiques, et voire même en termes spatio-temporels, parce que voilà. Donc, ça, c'est l'idée que j'en ai dans la tête. Je ne sais pas si ça verra un jour très, très concrètement. En tout cas, il y a déjà beaucoup de choses qui sont posées à l'écrit. Je t'ai dit, j'ai déjà fait jouer. Certains écoutent l'émission, ils vont se reconnaître. Hein. Il y a déjà eu des parties, des scénarios de jouer dans cet univers, avec différents systèmes de règles d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est un univers que j'ai en tête et que peut-être qu'un jour je proposerai à une maison d'édition, Studio Dead Crow si ça a sa place, ou peut-être d'autres. Hein, voilà, il y a d'autres maisons d'édition que j'aime beaucoup. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui, quand j'aime les gens et quand j'aime ce qu'ils font et que je respecte ce qu'ils font, j'ai tendance à vouloir donner un petit peu comme je reviens à ce que je te disais, rendre au jeu de rôle ce qu'il m'a donné. Donc il y a des gens avec qui j'adorerais travailler. Voilà, il y a des maisons d'édition avec lesquelles j'adorerais travailler, une avec laquelle je vais bosser. Voilà, mais d'autres, ils se reconnaîtront, ils font des projets un peu décalés, qui proposent de la localisation de jeux un peu décalés avec lesquels j'aimerais bien travailler. Voilà. Donc on verra.
Mais c'est pas pour maintenant, parce qu'avant ça, comme je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai parlé de ça au début, il y a déjà d'autres projets qui doivent trouver leur accouchement. Eh ben écoute, c'est tout le mal que je te souhaite que ce jeu sorte à l'occasion, hein. Mais déjà, Ben, finis tes gros projets en cours, les petits projets exactement, aussi, et après, exactement, on en reparlera. exactement. Eh ben écoute, Si le temps et l'occasion se posent, on verra. ça se posera. Ça se posera, j'en suis sûr. Mais j'en ai déjà beaucoup dit, hein. C'est-à-dire que, en fait, pour tout vous dire, hein, derrière l'écran, là, avec Pierre, on se connaît. Voilà, on habite à peu près au même endroit. On aurait Bon, de temps presque en pu temps, faire on cette mange interview, on ensemble. aurait presque pu faire cette interview chez toi ou chez moi. Ben voilà, on joue ensemble, on discute ensemble, on parle jeu de rôle, on se croise sur des conventions et tout ça. Donc il y a forcément, et ça doit se sentir, vous devez le sentir de l'autre côté de l'écran, que c'est assez naturel la parole entre nous. Donc finalement, on est dans une conversation. Donc tu vois, même si j'essaye de restreindre ce que je dis, j'en dis déjà pas mal. Bon, il y a des choses que j'ai pas dit, et tant mieux, parce que ça, il fallait Tant pas que je mieux, le c'est dise. normal, hein, de toute Mais, façon. mais, mais tu m'as fait avancer sur certains sujets. Tant mieux, Voilà. j'en suis content. Eh ben écoute, on arrive à la fin de cette interview. J'espère que ça Merci t'aura à plu. toi. Et est-ce que Ouais. tu as quelques petites choses à dire, que ce soit des exclusivités ou un mot de la fin? Ben, je vais lancer une news. Sachez que cet après-midi, le Groomf va mettre en ligne dans son gratuit du mois à travers son site du studio Chibi une gazette qui va s'appeler la Gazette de l'Arbre à Chat, dans laquelle vous allez retrouver la description d'une nouvelle zone au sud du royaume des chats, autour d'une grosse ville, de ses PNJ, etc., etc. Donc tu es le premier à le savoir. Donc voilà, donc dès maintenant, effectivement, il y a du développement pour Donjons et Chatons. On verra encore une fois, c'est pas qu'une question de succès de la souscription, c'est une question de possibilité de création, de temps de création s'il y aura une suite. Mais on peut déjà supposer, avec ce que propose dès aujourd'hui, alors que la souscription n'est pas terminée, le Groomf, et vraiment cette qualité. En une quinzaine de pages, là, vous avez une nouvelle zone avec des nouveaux PNJ, des petits dessins tout mini, non pas de Clément, Mais mais du du Groomf? Groomf, dans l'univers de Donjons et Chatons. Donc ça aussi, hein, jetez-vous dessus, puis d'une manière générale, soutenez le travail de John, l'excellent travail de John autour du jeu de rôle. Voilà. Donc, la Gazette de l'Arbre à Chat, numéro 1, parce que peut-être qu'il y en aura d'autres. Voilà, ça, c'est sa liberté à lui, sa liberté de création à lui. Mais vous pouvez déjà, au cours de l'après-midi, demain au plus tard, aller chercher cette Gazette de l'Arbre à Chat. Eh ben, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, donc si tout se passe bien, vous aurez dans la description donc le lien pour aller financer Donjons et Chatons, que je vous recommande fortement. Un lien pour aller récupérer la Gazette du Chaton, c'est une production du Grooms, donc même si je l'ai pas vue, je vous la recommande fortement. Et puis, je pense que sur ces bons mots, à moins que tu n'aies d'autres éléments à nous Non, révéler non, en non. secret. Non, non, ça va. Continuez à soutenir Donjons et Chatons parce que c'est pas parce que la souscription est réussie et bien réussie qu'il faut pas continuer à en parler, qu'il faut pas continuer à soutenir parce que plus Donjons et Chatons sera visible, plus notre loisir sera visible. Nous, notre envie, c'est que Donjons et Chatons soit joué dans les cercles familiaux, mais trouve aussi, pourquoi pas, sa place dans les écoles, au collège, dans les ludothèques, dans les bibliothèques, dans les médiathèques. Donc, parce que le jeu de rôle, voilà, c'est un jeu, mais c'est aussi un ouvrage, le jeu de rôle d'une manière générale. Donc, continuez à soutenir, communiquer autour de Donjons et Chatons. C'est pas qu'une question de réussite de souscription. Voilà. Alors, là, j'ai en fait une question qui me vient en tête, mais je ne sais pas si tu vas être bon niveau créneau. J'ai entendu parler d'un certain projet de l'association nationale de jeux de rôle française concernant le fait de faire considérer le jeu de rôle comme étant une œuvre littéraire. Euh, Est-ce qu'on se Il y a une programme? pétition, il y a eu une pétition qui a été sortie par la Fédération française de jeux de rôle à ce sujet. Euh, Voilà, moi je trouve que c'est un sujet intéressant dont on doit s'emparer et qu'on doit défendre, parce que le jeu de rôle, c'est certes un jeu de société, bien entendu,
mais vu le développement d'univers, le world building qui est mis, la qualité d'écriture dans le jeu de rôle d'une manière générale, je pense que le jeu de rôle est hybride par nature, tout comme nous le sommes, joueurs, maîtres de jeu, personnages, joueurs, etc. Le jeu de rôle est aussi hybride que nous le sommes, et il a toute sa place aussi bien dans l'univers du jeu que dans l'univers littéraire. Voilà. Eh ben, je vais tâcher de mettre aussi en lien dans la description cette pétition, et puis peut-être que nous nous reverrons à l'occasion pour en rediscuter. Voilà. Mais n'hésite pas, tu peux compter sur moi, sur ta chaîne pour discuter de sujets divers et variés. Eh ben, Ok, Pierre. c'est un plaisir. Du coup, je vous dis à tous à la prochaine pour une nouvelle Minute Rolliste. Ciao.